Dans les forêts françaises vit un animal devant lequel même les loups reculent. Et ce n'est pas l'ours. Le pire, c'est ce que fait le blaireau quand vous vous trouvez accidentellement sur son chemin. Avant de dire que j'exagère, écoutez une histoire. Un automne, quelque part en Sologne, près de la forêt d'Orléans, un chasseur lâche son chien, un grand teckel à poil dur, expérimenté, élevé littéralement pour entrer dans les terriers et en déloger le gibier. Le chien part sur une piste, disparaît dans les fourrés denses en lisière de forêt, puis tombe, dans un trou dans le sol. Le chasseur attend. 1 minute, 2, 5. Sous terre parviennent des bruits sourds de lutte, des grognements, des cris. Après un bon quart d'heure, le chien remonte à la surface du terrier. Il a la peau du museau arrachée, des blessures profondes aux pattes, une oreille presque déchirée. Il saigne si abondamment que le chasseur doit le porter jusqu'à la voiture. Le chien pèse plus de 20 kg. L'animal qu'il a mis dans cet état pèse peu, être 12 kg, et il n'est même pas sorti du terrier d'un seul pas. Le chasseur racontait ensuite qu'en 30 ans de chasse, ses chiens avaient poursuivi des renards, des ratons laveurs, même des jeunes sangliers. Aucun adversaire ne leur avait jamais fait ça. La question qu'il s'est posée ce jour-là est exactement celle que je veux vous poser aujourd'hui. Qui est vraiment le blaireau? La chaîne où on n'embellit pas la réalité, on vous la montre exactement comme elle est. Aujourd'hui, on s'attaque à un animal que beaucoup d'entre vous associent surtout aux dessins animés ou aux panneaux routiers qui avertissent de la présence d'animaux sauvages. Une petite créature grise, un peu pelucheuse, un peu maladroite, qui vit sous terre. Ça paraît inoffensif, non? Eh bien non. Ce que vous allez entendre pourrait complètement changer votre regard sur la forêt française. Parce que le blaireau européen, en latin mélesmel, n'est absolument pas une petite bête mignonne et docile. C'est un guerrier cuirassé qui, en termes d'efficacité au combat, n'a rien à envier à personne dans notre faune. Et je le dis en toute connaissance de cause. Commençons par le tout début. C'est à dire son apparence et sa constitution, car c'est justement dans son anatomie que se cache le premier indice qu'on a affaire à quelque chose d'exceptionnel. Un blaireau adulte pèse en moyenne entre 10 et 15 kg, bien qu'à l'automne, quand il s'engraisse intensément avant l'hiver, il puisse atteindre jusqu'à 25 kg. Sa longueur va de 70 à 90 cm, avec en plus une courte queue d'une quinzaine de centimètres. À première vue, on dirait un gros chat trapu ou un petit chien massif. Mais cette comparaison est totalement trompeuse. Regardez de plus près. Le crâne du blaireau est plat et massif, avec une forme que des ingénieurs qualifieraient d'aérodynamique. Ce n'est pas un hasard. Cette forme minimise la surface d'attaque. Quand le blaireau baisse la tête et attaque, le prédateur ne voit pas devant lui une gueule pleine de dents, mais une carapace osseuse dure et profilée. Le cou est court et incroyablement musclé, ce qui signifie qu'arracher quoi que ce soit à la gueule d'un blaireau est pratiquement impossible. Les pattes sont courtes, mais disproportionnellement puissantes par rapport au reste du corps. Les pattes avant sont équipées de griffes, dont je vous parlerai plus en détail juste après, car c'est tout un chapitre d'horreur à part. Et maintenant, le plus important, la peau. Le blaireau a une peau exceptionnellement épaisse et très lâchement attachée à son corps. Imaginez que vous portez une veste 3 tailles trop grande. Une veste dans laquelle vous pouvez tourner librement dans tous les sens. C'est exactement comme ça que fonctionne la peau du blaireau. Ce n'est absolument pas un hasard de l'évolution. C'est une armure biologique qui lui donne un avantage qu'aucun autre mammifère de nos forêts ne possède. Beaucoup d'entre vous ont probablement déjà entendu parler du ratel, ce légendaire animal africain qui attaque les lions, pille les ruches pleines d'abeilles et se comporte, en général, comme s'il n'avait jamais entendu parler de la chaîne alimentaire. Les vidéos sur le ratel comptent des dizaines de millions de vues sur YouTube. C'est une star d'Internet, le symbole d'une combativité sans compromis. Et maintenant, attention, le blaireau européen est son proche cousin. Les deux espèces appartiennent à la famille des mustélidés. Les deux ont une anatomie similaire, une stratégie de défense similaire et un tempérament similaire une fois acculé. La différence, c'est que le ratel vit en Afrique et en Asie, où il entre régulièrement en conflit avec de grands prédateurs, donc sa combativité est bien documentée. Le blaireau européen vit dans les forêts d'Europe,
où les grands prédateurs sont bien plus rares, donc il a moins souvent l'occasion de montrer de quoi il est capable. Mais quand cette occasion se présente, l'effet est exactement le même. Notre cousin européen est tout aussi coriace que le ratel, simplement plus discret. Il ne fait pas autant de bruit autour de lui, ce qui fait que les gens le sous-estiment, et c'est une erreur grave. Passons maintenant à son arsenal, car le blaireau possède 3 armes, dont la combinaison n'existe chez aucun autre mammifère de nos forêts. Aucun. Arme numéro 1, les griffes. Le blaireau possède sur ses pattes avant des griffes pouvant atteindre 5 cm de longueur. 5 cm de kératine dure et incurvée, affûtée par le creusage quotidien dans une terre dure, souvent gelée. Ces griffes ne sont pas faites pour grimper aux arbres comme celles de l'ours, elles ne sont pas faites pour saisir des proies comme celles du lynx. Elles sont faites pour une seule chose, creuser. Le blaireau creuse avec une force disproportionnée par rapport à sa taille. Il peut percer un sol gelé, des racines d'arbres, une argile, compacte comme du béton. Un chercheur britannique a décrit le blaireau comme creusant avec l'efficacité d'une petite pelleteuse mécanique. C'est évidemment une métaphore, mais elle donne bien l'échelle du phénomène. Et maintenant, imaginez que ces mêmes griffes, qui trouent la terre gelée comme une pelle, atteignent la peau d'un chien ou la main d'un homme qui a essayé de soulever le blaireau. Les blessures infligées par les griffes du blaireau sont profondes, déchiquetées et particulièrement difficiles à suturer, car la griffe kératinisée laisse des bords irréguliers qui guérissent mal. Arme numéro 2, la mâchoire. Le blaireau possède l'une des mâchoires les plus puissantes parmi les mammifères européens de sa taille. La force de morsure d'un blaireau adulte atteint, selon différentes mesures, entre 100 et 150 newtons par carré centimètre. Pour comparaison, un chien domestique de taille moyenne génère une morsure de l'ordre de 100 à 130 N. Autrement dit, le blaireau mord au moins aussi fort qu'un chien qui pèse 2 fois son poids. Mais la force n'est pas tout. Ce qui est déterminant, c'est la mécanique. La mâchoire du blaireau est construite de telle sorte qu'une fois serrée, elle se bloque en position fermée. Cela signifie que, lorsqu'un blaireau plante ses dents dans quoi que ce soit, la patte d'un chien, la botte d'un homme, le cou d'un renard, il ne lâche pas. Impossible de l'écarter sans outil. Les chasseurs britanniques, où les blaireaux sont nombreux et protégés, décrivent des cas où il a fallu utiliser des cales spéciales, voire des barres de fer, pour desserrer la mâchoire d'un blaireau accroché à la patte d'un chien. Ce n'est pas une exagération. C'est de la biomécanique évolutive, des milliers d'années de sélection naturelle qui ont favorisé les individus qui mordaient le plus fort et lâchaient le moins longtemps. Et, enfin, l'arme numéro 3. Celle qui, à mon avis, est la plus terrifiante, car c'est la plus sournoise. La peau lâche. Revenons à cette veste 3 tailles trop grande. Imaginez la situation suivante. Un grand chien, un berger ou un terrier saisit le blaireau par la nuque. Dans des circonstances normales, ça devrait être la fin du combat. La prise à la nuque, chez les mammifères, c'est la prise de domination, la prise qui immobilise. C'est ainsi qu'une mère transporte ses petits, c'est ainsi qu'un prédateur tue sa proie. Le problème, c'est que la peau du blaireau est tellement lâche que l'animal peut, littéralement, pivoter à l'intérieur de sa propre peau, sur presque 180 degrés. Le prédateur tient la nuque, pense avoir la situation sous contrôle, et le blaireau se retourne avec son crâne massif et plat et ses mâchoires bloquées, atteignant l'agresseur en pleine gueule, dans les yeux, dans le nez. Imaginez le choc du chien qui, un instant plus tôt, pensait avoir gagné le combat et qui se retrouve soudain le museau ensanglanté avec un blaireau accroché en pleine face. C'est une arme qu'aucun autre animal de nos forêts ne possède. C'est l'as évolutif dans sa manche, la carte que personne n'attend. Et c'est exactement pour ça que les chiens de chasse expérimentés, qui n'hésitent pas à entrer dans les terriers de renards, s'arrêtent devant les terriers de blaireaux, flairent et s'en vont. L'instinct leur dit « n'entre pas là ». Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, dans les forêts françaises où vivent des loups, des lynx et par endroits même des ours, le blaireau n'est pas une proie ? Pourquoi cet animal de 15 kg ne constitue pas un repas régulier pour des prédateurs pesant 50, 70, voire 200 kg ? La réponse est simple et brutale.
Le blaireau est un adversaire si difficile que le calcul ne vaut pas le coup. Regardons 3 confrontations qui illustrent le mieux cela. Le blaireau contre le renard. Ce n'est même pas un combat, c'est une expulsion. Le renard roux pèse entre 6 et 10 kg. Il est rapide, agile et rusé. Mais dans un affrontement direct avec un blaireau, il n'a absolument aucune chance. Les renards le savent. C'est pourquoi, quand un blaireau décide que le terrier d'un renard lui plaît, et les blaireaux le font régulièrement, le renard s'en va simplement sans combattre, sans grogner, sans essayer de défendre son territoire. Il fait ses valises et disparaît. Des zoologistes ont documenté des cas où des blaireaux se sont emparés de terriers. De renards bien développés, les ont agrandis selon leur propre plan et s'y sont installés définitivement, tandis que le renard a dû creuser un nouveau terrier quelques centaines de mètres plus loin. Ce qui est intéressant, c'est qu'il existe aussi des situations où le renard et le blaireau vivent dans le même terrier étendu, mais dans des galeries séparées, une sorte de colocataire à contre-cœur. Le renard l'accepte parce que l'alternative, c'est la confrontation. Et la confrontation avec un blaireau se termine toujours de la même façon. Le blaireau contre le chien. Ici, ça devient plus sérieux, car les chiens, contrairement aux renards, ne comprennent pas toujours à qui ils ont affaire. En particulier les chiens de chasse, entraînés à traquer et attaquer, qui ont un fort instinct de chasse et ne reculent pas devant le combat. La documentation vétérinaire et cynégétique en France, comme en Grande-Bretagne, est pleine de cas où des chiens sont revenus des terriers de blaireaux avec des blessures nécessitant plusieurs heures d'opération. Des plaies profondes et déchirées au museau et au cou, des yeux arrachés, des morceaux d'oreilles arrachés, des dents cassées parce que le chien a essayé de mordre le blaireau mais a heurté ce crâne massif et s'est cassé lui-même les crocs. Il existe aussi des cas dont les chasseurs parlent plus discrètement. Des chiens entrés dans un terrier de blaireau et qui ne sont simplement jamais revenus. Personne ne les a cherchés parce que personne n'avait l'intention de creuser plusieurs mètres sous terre en risquant de rencontrer un blaireau qui venait justement de prouver qu'il pouvait tuer un animal 2 fois plus gros que lui. Un garde forestier de l'ONF en Sologne, avec qui j'ai discuté en préparant ce sujet, m'a dit une chose qui m'est restée en tête. Un blaireau dans son terrier, c'est comme un boxeur dans une cabine téléphonique. Tu ne peux pas le sortir, tu ne peux pas le contourner, et il te touche à chaque fois, parce qu'il connaît chaque centimètre de son ring. Le blaireau contre le loup. Et là, on arrive au point culminant. Le loup gris est le super prédateur de nos forêts. Un mâle adulte pèse entre 40 et 60 kg. Il a une morsure de plus de 300 newtons et chasse en meute coordonnée. Les loups sont capables de rabattre et de tuer un élan adulte de 500 kg. Et pourtant, les loups évitent les blaireaux. Des études télémétriques menées entre autres dans le Mercantour et les Vosges montrent que le blaireau ne représente qu'une fraction marginale du régime alimentaire du loup. Pas parce que le loup ne pourrait pas le tuer. Bien sûr qu'une meute de loups est capable de vaincre un blaireau. Mais à quel prix? Le blaireau ne fuit pas. Le blaireau ne se rend pas. Le blaireau baisse la tête, plante ses griffes dans le sol et se bat jusqu'au bout. Et chaque seconde de ce combat, c'est le risque qu'un loup se prenne un coup de griffe dans le nez, dans les yeux, dans la patte. Un loup avec un œil blessé ou une blessure profonde à la patte, c'est un loup qui chasse moins bien. Et un loup qui chasse moins bien, c'est un loup qui risque de ne pas survivre à l'hiver. Le calcul est simple. 15 kg de viande contre le risque. D'une blessure grave pour 1 ou 2 membres de la meute, ce n'est pas une bonne affaire. Les loups le savent. Et c'est pour ça que lorsqu'une meute croise un blaireau, elle abandonne généralement. Pas parce qu'elle a peur, mais parce qu'elle est intelligente et que le blaireau coûte tout simplement trop cher. Si à ce stade vous pensez que cet animal extraordinaire mérite plus d'attention, j'ai une demande. Cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification pour ne rater aucun prochain sujet. Sur cette chaîne, on vous montre régulièrement des animaux, des phénomènes et des histoires dont vous n'entendrez parler nulle part ailleurs. Et maintenant, retour au blaireau, car on n'a pas encore parlé de sa forteresse. Le système de terrier du blaireau, appelé blaireautière, est l'une des plus grandes réalisations d'ingénierie du monde animal. Et je n'utilise pas le mot ingénierie à la légère.
Le blaireau ne creuse pas un simple terrier à une seule chambre comme le lapin ou le renard. Le blaireau construit une forteresse souterraine. Une blaireautière familiale typique compte de quelques-unes à plusieurs dizaines d'entrées. Les systèmes les plus développés, décrits par des chercheurs en Grande-Bretagne et en Allemagne, comptaient plus de 50 entrées, réparties sur une surface de plusieurs centaines de mètres carrés. Les galeries reliant ces entrées ont une longueur totale de plusieurs dizaines et dans des cas extrêmes de plusieurs centaines de mètres. Sous terre se trouvent des chambres séparées pour dormir, des chambres séparées pour élever les jeunes, des latrines séparées. Oui, le blaireau a des toilettes souterraines et des puits d'aération assurant la circulation de l'air. Ce n'est pas un terrier. C'est un immeuble souterrain avec une distribution fonctionnelle des pièces, un système de ventilation et plusieurs issues de secours. Et maintenant, l'information clé. La blaireautière se transmet de génération en génération. Cela signifie que les blaireaux ne creusent pas un nouveau terrier à chaque génération. Ils agrandissent et rénovent le système hérité de leurs parents, grands-parents et arrière-grands-parents. Les plus anciennes blaireautières connues en Europe ont une utilisation documentée remontant à plus de 100 ans. Certains chercheurs pensent que certains systèmes pourraient être encore plus anciens, mais les données manquent, car personne ne les a systématiquement datés avant le XXe siècle. Imaginez un terrier dans lequel vivait déjà un blaireau, quand vos arrière-grands-parents construisaient la maison où vos grands-parents ont grandi. Et maintenant, pensez à ce que signifie essayer de déterrer un blaireau d'un tel terrier. Ce n'est pas une heure de travail à la pelle. C'est un combat qui dure des heures, parfois plusieurs jours, contre un labyrinthe de galeries creusées dans une argile dure, renforcées par des racines d'arbres, avec un blaireau qui connaît chaque virage, chaque embranchement et chaque impasse, qui, en cas de danger, se retire simplement plus profondément dans une chambre dont vous n'avez aucune idée et attend. C'est un animal qui a perfectionné la défense de sa maison pendant des dizaines de générations. Votre pelle contre des siècles d'architecture évolutive. Bonne chance. Mais ce n'est pas tout. Le blaireau a encore une caractéristique dont on parle bien moins souvent que de son agressivité ou de sa force, et qui représente peu, être un danger plus concret pour l'homme que ses griffes ou ses dents. Je parle des maladies. Le blaireau est porteur de plusieurs pathogènes qui représentent une menace sérieuse à la fois pour le bétail et pour les humains. En premier lieu, la tuberculose bovine, causée par la bactérie Mycobacterium bovis. C'est la même bactérie qui cause la tuberculose chez les vaches et qui, dans des conditions favorables, peut aussi infecter l'homme. Au Royaume-Uni et en Irlande, la tuberculose bovine, transmise par les blaireaux, est l'un des plus gros problèmes vétérinaires des dernières décennies. Chaque année, des dizaines de milliers de vaches y sont abattues à cause de tests positifs à la tuberculose. Les pertes se chiffrent en centaines de millions de livres par an et le principal réservoir de cette bactérie dans la nature est justement le blaireau. L'ampleur du problème est telle que le gouvernement britannique mène depuis des années un programme controversé d'élimination des blaireaux dans certaines zones, ce qui déclenche d'énormes protestations des associations de protection animale. En France, le problème de la tuberculose bovine transmise par les blaireaux est pour l'instant moins important, mais les vétérinaires avertissent qu'il pourrait s'aggraver, en particulier dans les régions où les blaireaux vivent à proximité immédiate des pâturages et des étables. Mais la tuberculose n'est pas la seule menace. Le blaireau peut être porteur du virus de la rage. En France, la rage chez les animaux sauvages est surveillée et contrôlée, entre autres par des campagnes de vaccination orale en forêt, mais le risque n'est jamais nul. Une morsure d'un blaireau enragé sans prophylaxie post-exposition immédiate, c'est une condamnation. La rage, une fois les symptômes déclarés, est pratiquement mortelle à 100%. À cela s'ajoutent les parasites. Les blaireaux sont porteurs de tiques, de puces et de vers, dont la grande douve du foie, qui peut se transmettre aux chiens et autres, animaux domestiques fréquentant les mêmes terrains. Ce n'est donc pas seulement une question de griffure ou de morsure. C'est le fait que tout contact avec un blaireau, même passif, en touchant son terrier, ses excréments ou un individu mort, comporte un risque sanitaire dont le promeneur moyen n'a absolument aucune idée. C'est pourquoi je le dis clairement.
et je considère ça comme ma conclusion personnelle après avoir étudié ce sujet. On ne touche pas un blaireau. Vivant, on ne le touche pas, parce qu'il vous arrangera. Mort, on ne le touche pas, parce que vous pourriez ramener chez vous quelque chose que vous ne voulez pas. Son terrier, on ne le touche pas, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas une petite bête mignonne à caresser. C'est un animal sauvage, porteur d'un risque sanitaire réel. Maintenant qu'on sait de quoi le blaireau est armé et ce qu'il transmet, il est temps de passer à la question pratique. Que faire si vous en croisez un? Parce que ça arrivera. Si vous marchez régulièrement dans les forêts françaises, en particulier au crépuscule et la nuit, quand les blaireaux sont les plus actifs, croiser un blaireau est une question de temps, pas de probabilité. Les blaireaux vivent sur presque tout le territoire français, de la Bretagne aux Alpes, des Pyrénées aux Vosges. Leur population est stable et augmente même dans de nombreuses régions, car le blaireau bénéficie d'une gestion encadrée depuis plusieurs décennies, même s'il reste classé comme gibier dans certaines zones. Plus de blaireaux signifie plus de rencontres avec les humains. Règle numéro 1, ne vous approchez pas. Un blaireau qui vous repère à une quinzaine de mètres va très probablement simplement se retourner et partir de son côté. Il est actif la nuit, entre autres, précisément pour éviter tout contact avec les humains. Il ne cherche pas la confrontation. Mais si vous vous approchez à quelques mètres, surtout du côté de son terrier, le blaireau peut interpréter ça comme une menace et passer en mode défensif. Règle numéro 2. Ne bloquez jamais l'accès à son terrier. C'est absolument essentiel et je veux que vous reteniez ça avant tout le reste de cette vidéo. Un blaireau qui a une voie de fuite libre vers son terrier n'attaque presque jamais. Un blaireau dont cette voie est bloquée par un humain, un chien, une voiture, n'importe quoi, devient désespéré. Et un blaireau désespéré, c'est 15 kg de muscles, de griffes et de mâchoires bloquées qui se jettent sur l'obstacle avec la détermination d'un animal qui se bat pour sa vie. Ce n'est pas de l'agressivité, c'est de la panique. Et la panique chez un animal doté d'un tel arsenal est 100 fois pire que l'agressivité. Règle numéro 3, contrôlez votre chien. La grande majorité des incidents documentés impliquant des blaireaux en France et en Europe concernent des chiens, pas des humains. Un chien en promenade en forêt, surtout sans laisse, qui flaire un blaireau et se met à le poursuivre, peut mener à une situation qui finira chez le vétérinaire, ou pire. Les chiens ne comprennent pas que ce n'est pas un lapin comme les autres. Les chiens voient un petit animal lent, et leur instinct leur dit de poursuivre, alors que le blaireau répond avec un instinct qui lui dit de se battre. Les cas documentés d'attaques de blaireaux sur des humains en Europe sont relativement rares, mais quand ils se produisent, le déroulement est toujours similaire. Une personne a accidentellement marché sur un blaireau dans l'obscurité ou s'est approchée de l'entrée d'un terrier. Le blaireau, surpris et privé de voie de fuite, a attaqué. Les blessures comprenaient des morsures profondes aux jambes, le plus souvent aux mollets et aux chevilles, ainsi que des plaies déchirées par les griffes. Dans un cas britannique, un homme âgé a été attaqué par un blaireau dans son propre jardin alors qu'il se trouvait, sans le savoir, juste au-dessus de l'entrée d'un terrier creusé sous son abri de jardin. Le blaireau a jailli du terrier, l'a mordu plusieurs fois à la jambe et a disparu à nouveau sous terre. L'homme a été hospitalisé, où en plus des points de suture, il a dû suivre un traitement antibiotique préventif en raison du risque d'infection bactérienne. En France, les cas sont moins souvent médiatisés, mais les gardes forestiers confirment que ça arrive régulièrement, en particulier chez les personnes qui ramassent des champignons à l'aube ou au crépuscule quand les blaireaux sont en surface. Un garde forestier de l'ONF que j'ai interrogé m'a raconté que chaque saison, au moins une personne vient le signaler après avoir été mordu ou griffé par un blaireau. Le scénario le plus fréquent, un cueilleur de champignons entre dans les fourrés, ne voit pas le terrier, marche près de l'entrée. Le blaireau bondit et attaque les jambes. Et maintenant vient le moment, je dois dire quelque chose qui va peu, être vous surprendre. Après tout ce que vous venez d'entendre, sur les griffes, sur la mâchoire, sur les maladies, sur les attaques, je dois dire que le blaireau est l'un des animaux les plus importants de l'écosystème forestier français. Et s'il venait à disparaître, cette forêt serait complètement différente. Pire, bien pire. Pourquoi ? Commençons par le sol.
Le blaireau est l'un des mammifères fouisseurs les plus actifs de la faune européenne. Un seul blaireau déplace des tonnes de terre par an. Des tonnes, il creuse de nouvelles galeries, agrandit les anciennes, construit des latrines, fouille à la recherche raclement de gorges de nourriture, de vers de terre, de larves d'insectes, de racines. Ce processus a des conséquences concrètes et mesurables sur l'écosystème. Premièrement, il aère le sol. Le sol traversé par un blaireau est plus meuble, laisse mieux passer l'eau et l'air, ce qui favorise la croissance des plantes. Deuxièmement, il mélange les couches de sol en amenant les minéraux des couches profondes vers la surface et la matière organique de la surface vers les profondeurs. C'est l'équivalent naturel du labour que font les agriculteurs sur leurs champs. Sauf que le blaireau le fait en forêt, là où personne d'autre n'accomplit ce travail. Des études menées dans les forêts d'Europe occidentale ont montré que les zones habitées par des blaireaux ont une flore de sous-bois nettement plus riche que les zones dont les blaireaux ont disparu. Mais ce n'est pas fini. Le blaireau est omnivore et son régime comprend notamment des rongeurs et des insectes. Un blaireau adulte peut manger en une seule nuit plusieurs centaines de larves de hannetons, plusieurs dizaines de vers de terre et quelques souris ou campagnols. C'est un contrôle naturel des populations d'organismes qui, sans cette surveillance, pourraient se multiplier de façon excessive. Trop de larves de hannetons, ce sont des racines d'arbres endommagées. Trop de campagnols, ce sont des cultures endommagées dans les champs voisins de la forêt. Trop d'insectes du sol, c'est une décomposition perturbée de la matière organique. Le blaireau, en se nourrissant chaque nuit, maintient ses populations en équilibre. Il le fait discrètement, sous terre, sans faire de bruit, mais efficacement. Et il y a un troisième aspect, dont on parle encore plus rarement, et que je trouve particulièrement fascinant. Les terriers de blaireaux abandonnés ne restent pas vides, ils deviennent le foyer de dizaines d'autres espèces. Renards, martres, ratons laveurs, et même des chouettes effraies et des chevêches d'Athéna utilisent les blaireautières abandonnées comme abris. Dans une étude menée en Allemagne, un terrier de blaireaux abandonné a montré des traces d'utilisation par 11 espèces différentes sur plusieurs années, 11 espèces dans un seul terrier. Le blaireau n'est donc pas seulement un habitant de la forêt, il en est l'architecte. Il construit une infrastructure dont profite tout un voisinage souterrain. Si les blaireaux disparaissaient des forêts françaises, l'effet se ferait sentir en une seule saison. Le sol deviendrait plus compact, les populations de rongeurs et d'insectes augmenteraient. Des dizaines d'espèces perdraient leurs abris. Une forêt sans blaireaux, c'est une forêt plus pauvre, moins équilibrée, moins résistante aux perturbations. C'est l'un de ces cas où un animal qui a l'air ordinaire et ennuyeux se révèle être un pilier sur lequel repose toute une construction. Et c'est ma deuxième conclusion personnelle après avoir travaillé sur ce sujet. Le blaireau est la preuve que la nature ne crée pas de créatures inutiles. Chaque élément de cet animal, des griffes à la mâchoire en passant par la peau lâche, a sa raison d'être. Chaque comportement, du creusement à la défense agressive, en passant par le mode de vie nocturne, a sa fonction. Le blaireau n'est ni bon ni mauvais. Il est parfaitement adapté à son rôle, et ce rôle est bien plus important que ne le suggère son apparence discrète. Pensez-y la prochaine fois que vous marcherez en forêt. Sous vos pieds se trouve peu, être littéralement un réseau de galeries plus ancien que votre maison, habité par un animal, capable de blesser un chien 2 fois plus gros que lui, de transmettre des maladies dangereuses pour le bétail et les humains, tout en maintenant en bonne santé le sol sur lequel vous marchez. Le blaireau ne cherche pas le combat. C'est la vérité fondamentale que je veux que vous retiriez de cet épisode. Le blaireau ne cherche pas le combat. C'est un animal nocturne discret qui préfère passer sa vie sous terre, à manger des vers de terre et à agrandir son terrier. Il n'attaque pas les gens par surprise, ne guette pas les chiens, ne chasse pas les chats, mais quand il est acculé, ou plutôt coincé, dans son propre terrier, il répond avec une intensité à laquelle personne n'est préparé. Même les loups, super prédateurs de nos forêts, savent qu'il vaut mieux abandonner. Pas parce qu'ils ont peur de 15 kg, mais parce que ces 15 kg se battent comme s'ils en pesaient 50. Dans les forêts françaises, il y a un animal qu'il ne faut vraiment pas provoquer. Pas l'ours, que vous ne croiserez peu, être qu'une fois dans votre vie si jamais ça arrive.
pas le loup qui s'enfuit à votre vue, pas le lynx. Tellement insaisissable que certains forestiers travaillent toute leur carrière sans jamais le voir. C'est le blaireau. Gris, trapu, apparemment maladroit, le blaireau qui est peu, être en ce moment même sous vos pieds, dans un terrier que son arrière-grand-père a creusé, attendant patiemment la nuit pour sortir à la surface et faire ce qu'il fait de mieux. Creuser, manger et défendre son territoire. Laissez-le tranquille, et vous ne saurez même pas qu'il est là. Mettez-vous sur son chemin, et vous comprendrez pourquoi même le loup préfère abandonner. Pouce en l'air et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui marche régulièrement en forêt. Parce que cette connaissance pourrait un jour sauver une promenade, ou son chien, ou la santé de quelqu'un. Et on se retrouve dans le prochain épisode où on vous montrera à nouveau le monde exactement comme il est, sans filtre et sans embellissement. À bientôt.